c'est un truc incroyable à vivre. Vous faites un film, vous avez mis des années à le penser et tout ça. Vous le sortez, vous arrivez dans une petite salle de village complètement isolée, perdue en France. Vous arrivez, il fait nuit, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Et là, au milieu de la nuit, il y a des voitures qui déboulent, des phares qui arrivent comme ça, des gens, c'est pas, ils viennent voir votre film, quoi. Ça, c'est incroyable. Alors, l'ouverture de film, si je devais en garder une, ce serait l'ouverture de l'Humanité de Bruno Dumont. Bon, de toute façon, c'est toujours très difficile de choisir. Je le dirais une fois, mais c'est vraiment systématiquement. Mais là, il y a quelque chose pour moi qui s'impose sur la question de l'ouverture parce que c'est énorme. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la perfection de chaque seconde des plans qui se développent dès le premier plan immense, avec un contraste très très fort. Donc c'est un paysage, il y a 3 arbustes comme ça à gauche, c'est une espèce de ligne de crête de champs dans les Flandres. On est chez Dumont, il y a la lumière, le ciel, et une petite silhouette qui court sur la crête. Et déjà, il y a un contraste très très fort, immédiat, très simple, avec du son direct en proximité. C'est-à-dire qu'on a la respiration comme si on était juste à côté du personnage qu'on aperçoit pourtant à peine sur cette crête, quoi. Et le plan va être, timé par la progression du personnage qui traverse l'écran. Et ensuite, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, puisqu'on est beaucoup plus proche du personnage qui enjambe une barrière. Et là, il y a un petit mouvement, un petit panneau de la caméra, et le son, c'est du son direct, donc le vent prend les micros, quoi. Donc d'un coup, ça fait très fort, on sent comme ça le vent qui souffle, et donc on est en, je sais plus, on est en taille, enfin, on est beaucoup plus proche du personnage. Il passe au-dessus de cette barrière et il s'éloigne, et là, il commence à marcher dans un champ qui vient d'être retourné, quoi. Et après, il y a un travelling chirurgical sur les pieds. Je crois que c'est gauche-droite. Il marche, il avance, les pieds dans la... Et ensuite, même chose en haut, en poitrine, sur lui, avec un regard comme ça un peu halluciné. Déjà, on voit ses yeux, des yeux très, très transparents comme ça, son visage. Il marche, et il tombe. Et là, on est par terre, sur la tête, dans la terre, quoi. Et hop, on se recule, plan fixe, lui, à plat ventre, immobile, la tête dans la terre. On se rapproche de son visage, on se demande ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. Il relève un peu la tête comme ça, il regarde. Et là, il y a son subjectif, un très beau plan, du bas du champ, parce que le regard a été appelé par un petit dans le vent et les éléments. Et là, on voit l'origine du petit son. En fait, c'est sa voiture qui est garée sur la route en contrebas. Et là, il y a quelque chose qui sonne à l'intérieur de la voiture. Et là, on arrive sur la CB. On comprend le son est beaucoup plus fort. Sa main, qui vient décrocher donc, dans le plan de la CB. Donc tout ça est très fluide, implacable. Et il dit juste « j'arrive ». Et on comprend que... Enfin, on comprend. On est déjà dans un jeu autour des codes policiers, mais déjà complètement ailleurs et complètement exactement à l'endroit du film. On reprend son visage avec le « j'arrive », quoi. On est remonté, là, c'est un seul plan. La caméra est à l'arrière de la voiture. Et là, il raccroche la CB, on reste sur son visage, insère sur l'autoradio, il appuie sur le bouton, et là, Dumont balance une musique. Donc il n'y a pas souvent de musique dans le cinéma de Bruno Dumont. Et là, c'est incroyable. C'est du clavecin. C'est une pièce rarissime de Pancrace Royer. Je pense très peu de gens, il faut vraiment être spécialiste du clavecin, je pense, pour connaître. Je crois que c'est joué par William Christie. C'est extrêmement sophistiqué, mais extrêmement puissant. Tout de suite d'emblée, extrêmement
existentiel, mais torturé, quoi, et sublime. Et là, il y a le visage de Pharaon, et il tourne la tête, et il regarde une charrue, comme ça, qui est posée sur la terre, qui est retournée, qu'on vient de voir. Et avec la musique à fond, quoi. Et là, on est voilà, je sais pas, ça doit durer en 3-4 minutes. Le film vient de commencer. Et tout le film est résumé dans ce plan, avec cette musique, avec ce regard, et avec cette charrue et cette terre. Et d'un coup, cette terre, ça devient de la chair. Et c'est le mal qu'on fait à la terre, le mal qu'on se fait nous-mêmes. Et ce personnage qui va porter ce poids insupportable, tellement insupportable, qu'il doit de temps en temps arrêter sa voiture, partir, courir dans les champs. Et bref, c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu dans le film. Et cette ouverture, pour moi, elle est vraiment... elle est très très impressionnante. Bon, bah, les acteurs et les actrices, c'est impossible de choisir, mais alors, si là, il y a vraiment une performance d'acteur qui me reste vraiment, qui me colle, quoi, qui me hante. C'est Charles IX de Jean-Hugues Anglade dans La Reine Margot de Chéreau. Parce que là, enfin je sais pas, cette figure de roi, c'est dirigé par Chéreau, c'est dans un film que j'aime beaucoup. Tous les acteurs, toutes les actrices sont sublimes dans ce film. Mais là, il se passe, je trouve personnellement, enfin avec moi en tout cas, il se passe quelque chose avec la performance de Jean-Hugues Anglade. Il y a quelque chose qui convoque toute une école de jeu aussi, des comédiens du théâtre français, c'est Chéreau. Donc il y a l'école, il y a le style de jeu des Amandiers, il y a Coltès, je trouve en plus dans la figure de ce roi qui agonise, qui transpire du sang. Je pense qu'on ne peut pas oublier ces scènes de lit là, mais même sa manière de rendre extrêmement concret ce personnage dans sa fébrilité, sa dangerosité aussi, avec ses chiens. Je me souviens, quand il est chez sa maîtresse et qu'il passe son temps à la chasse, ses rapports avec sa mère, enfin il y a énormément de choses, quoi. Et c'est vraiment, comme souvent, je trouve quand il y a quelque chose, quand on parle de performance d'acteur, il y a quelque chose de l'ordre du corps, vraiment une invention de corps, quoi, voilà, un acteur, un être humain là, qui est transfiguré dans un personnage qui lui colle parfaitement tous les pores de sa peau. D'ailleurs, ce que je trouve d'autant plus incroyable, c'est que la figure de ce roi Charles IX, il y a plusieurs portraits de lui et ils sont étonnamment très proches du jeune Jean-Hugues Anglade. Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du fantôme, quoi. Enfin moi en tout cas cette performance-là, clairement, je peux pas l'oublier. Une super réplique de cinéma, qui parle de cinéma, c'est clairement Maurice Pialat, À nos amours, quand la fameuse scène que tout le monde connaît, où il débarque dans une scène de repas, donc c'est le père, Pialat joue le père, le personnage central c'est Sandrine Bonner, c'est sa fille, Dominique Besnéard joue le frère, et donc ces deux enfants ont invité des copains, ils sont grands, ils sont dans l'appartement, et le père débarque, et donc Pialat s'invite dans la scène, ce qui semble-t-il n'était pas prévu avec les comédiens, donc pas sur tous les plans, mais sur certains, on sent comme ça une espèce de tension et de surprise un petit peu autour de la table. Et la réplique de Pialat, il se pose comme ça, en bout de table. Donc il y a vraiment quelque chose du geste du réalisateur aussi avec ses acteurs, sa figuration, quoi. Et il dit, c'est Van Gogh qui disait
que la tristesse durera toujours. Et au moment où il dit c'est Van Gogh qui disait, il y a son fils qui fait « Oh non, c'est bon. » J'ai quand même le droit de parler de Van Gogh. Van Gogh, alors je le fais très mal, c'est horrible, mais on imagine Piala qui le fait très bien. Et Van Gogh disait, ouais, je me souviens plus exactement mot à mot de la réplique, mais en gros c'est ça. Et moi au départ, j'étais comme tout le monde, je pensais que c'était lui qui était triste, quoi, et qu'il ne s'en sortirait pas de cette tristesse, de cette mélancolie qui l'habitait. Mais je ne crois pas. En fait, je pense que c'est les autres qui sont tristes. C'est pas lui. C'est tout autour de lui que c'est triste. C'est le monde qui est triste, c'est vous qui êtes triste. Et cette réplique, ce que ça dit à ce moment-là de ce père qui voit en gros ses enfants grandir, sa fille en particulier. Et voilà, c'est une réplique qui me hante un petit peu. Une voix inoubliable, mais c'est la voix de Françoise Lebrun, le monologue de fin de La maman et la putain de Jean Eustache, qui est... alors évidemment, c'est une voix qui est aussi... Bon, c'est aussi un monologue, mais vraiment là, pour le coup, c'est... Parce que c'est tellement un film sur la parole, c'est tellement un film où ça tchatche, où ça parle, c'est un film très long, comme si on s'esquintait, on cherchait à trouver par la parole, par le langage, à percer l'autre ou soi-même se comprendre, élucider quelque chose. Et quelque part, il y a une très 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 grande stérilité, on n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'époque. Je pense que ça dit aussi quelque chose de cette tentative. Et à la fin, il y a quelque chose qui, dans la parole, dans la voix, peut-être plus que dans les mots de Françoise Lebrun, qui perce à jour, qui apparaît, qui s'élucide de magnifique, et qui a à voir avec à quel point elle les aime, et à quel point ils sont insupportables. Tout ça est mélangé. Et il y a un groupe, Diabologum, qui en avait fait un très très beau morceau, justement. Et ça me semble très judicieux parce qu'effectivement, c'est de l'ordre du chant. Voilà. Et dans le morceau de Diabologum, ça s'entend très bien. Jerry, de Gus Van Sant. S'il fallait en retenir qu'une, il y a une espèce de synthèse parfaite. La musique d'Arvo Pärt, Furalina, Spiegel in dem Spiegel, puisque c'est le même projet artistique d'une certaine manière, le projet de Pärt de donner à entendre par le minimalisme des notes le silence qui absorbe et fait résonner la musique, et d'une certaine manière, dans ce que Gus Van Sant fait de l'espace, comment ces deux copains, comment ces deux Jerry, comment ces deux protagonistes vont se perdre, se trouver, et finalement définitivement se perdre dans cet espace. Je trouve qu'il y a une espèce de symbiose parfaite et qu'on ressent immédiatement dès les premiers très longs plans séquences de la voiture. Une seule à retenir parmi énormément. Celle que je ressors, c'est celle de Denis Lavant à la fin de Beau Travail, le film de Claire Denis. C'est un plan fixe, il est devant un miroir, c'est Denis Lavant. C'est une danse qui est la conclusion d'un film où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et faites autour du corps. Il y a un truc en même temps très... Vous voyez, les boîtes de nuit, quand il n'y a pas grand monde, et qu'il y a quelqu'un qui danse. C'est toujours assez sublime, quoi, ce qui se passe
voilà, qu'est-ce que c'est, quoi, d'aller boire des coups dans un endroit fermé et de bouger son corps, quoi. Donc il y a ce truc-là très très prosaïque, on y croit, quoi, on y est, c'est ça. Et puis après, sur quelques gestes, et c'est surtout comment la danse prend le corps qui est intéressant dans ce moment-là, et comment ouais, Denis Lavant, un moment, passe de ce truc extrêmement ouais, concret, réel, prosaïque, au danseur qu'il est, quoi. Et, euh, et là, il y a un truc, il y a une espèce de sublimation, et ça s'emporte, et ça finit sur un mouvement où il tourne comme ça, sur lui-même, et clac, le film s'arrête dans le mouvement de la rotation, quoi. C'est vraiment très beau. Le début de Black Coal, Thin Ice, de Yinan Diao, c'est le début du film est incroyable, mais le générique particulièrement. C'est un film qui est d'une inventivité incroyable en termes de découpage et de mise en scène, extrêmement nouveau, extrêmement puissant. Et le générique de début, c'est en gros, il y a une espèce de première petite partie du film où on retrouve des corps, enfin un corps qui est réparti dans plein d'usines de charbon. Et l'inspecteur qui suit ce truc-là trouve un suspect, tente de l'arrêter, mais ça se passe très mal, c'est un carnage. Lui-même est blessé, il finit à l'hôpital. Tout ça va très vite. Son collègue vient le chercher à l'hôpital, on comprend qu'il est sorti de la police. Il rentre dans un tunnel, après une petite scène qui va avoir son importance, mais il rentre dans un tunnel, tous les deux en voiture, un tunnel de ville, quoi, urbain. On est sur eux comme ça, on voit le tunnel derrière la voiture, la caméra est légèrement extérieure à la voiture, et coupe, contre-champ, on est à l'intérieur de la voiture, on voit le tunnel qui avance, on distingue à peine le changement, on a l'impression qu'on continue comme ça. Donc ça, c'est très très beau. On rentre dans le film, tac, le titre, avec un truc de police dans le titre qui est assez décalé, très pop. Et là, en fait, ce plan, on croyait que c'était la pure continuité, mais on découvre en sortant du tunnel qu'il neige. Donc on est complètement ailleurs, ça a complètement changé. Et alors là, la caméra, elle bouge un peu, et c'est un plan que je trouve complètement incroyable. Donc c'est le même plan depuis le titre qu'il y a eu, et on avance, on est sous la neige, on sort du tunnel, et là on passe devant, il y a un type qui est étalé un peu par terre à côté d'une moto. Il n'a pas l'air très bien, il neige, quoi, il fait super froid et tout. La caméra le dépasse, et ensuite la caméra tourne, et revient revient en arrière, tout ça est très laborieux, on repasse devant la moto avec le mec qui est par terre, on le redépasse, la caméra s'installe, et comme si elle se fixait, et là on voit qu'il y a une espèce de petite mobilette un peu pourrie qui rentre dans le champ, et on comprend que la caméra était sur cette mobilette, et là le type sur la mobilette s'approche de celui qui est allongé, qui est notre flic, qui visiblement est tombé bien bas depuis ses dernières aventures, qui est ivre, qui le repousse, et le type avec la petite mobilette vole la moto du flic, part, et l'histoire peut commencer. Donc c'est un dispositif à la fois très, très alambiqué, et en même temps extrêmement fluide, et complètement, enfin personnellement, j'avais absolument jamais vu ça, et sur c'est-à-dire il prend en charge énormément de narration dans une idée de plan, donc c'est assez remarquable. Taxi Driver de Scorsese, l'affiche dessinée par Guy Pellart, puisqu'on a, à l'occasion de la sortie du Roi Soleil, on a rendu un peu, enfin disons qu'on a fait un clin d'œil à cette affiche iconique, mais au-delà de la fameuse et magnifique affiche de Taxi Driver,
Oui, le travail de Guy Pellaert de manière générale. Celle que je préfère, c'est pas Taxi Driver, que j'adore, mais celle que je préfère, c'est celle d'un film de Wim Wenders qui s'appelle L'état des choses. Et c'est une affiche euh, ultra poétique, très efficace, qui raconte énormément de choses et qui est surtout graphiquement extrêmement belle. Voilà, c'est deux plans. Un parking à la nuit est en train de tomber, la voiture, les feux un petit peu allumés. Le même parking, il fait jour, la voiture et les feux sont éteints. Il s'est passé quelque chose, 2 instants, et ça. Je ne sais pas si ça donne envie de voir le film, mais quand on a vu le film, c'est comme un tableau qu'on peut contempler en repensant au film et qui enrichit l'expérience du film de manière assez considérable. Moi, j'avais pas trop de, je regardais, j'avais pas accès au cinéma ni à la télé ou très peu. Mais je me souviens d'un truc, je dois avoir 7 ans et les adultes regardent un film. Nous, on est couchés et je me rapproche en rampant parce que la salle, elle est en dessous, donc en haut des escaliers. Et du coup, je regarde le film et là, je vois deux robots qui marchent dans le désert et qui arrivent devant une grosse porte métallique. Et donc, donc j'ai jamais entendu parler de ça. C'est le début du retour du Jedi de Star Wars. Et moi, j'ai pas le droit d'être là. Je suis là. C'est la meilleure place du monde. Et même si je vois une toute petite télé très très loin, et je plonge complètement dans ce film. Ça, c'est un grand souvenir. Et ben, comme pas mal de gens, je crois, de ma génération, le premier émoi érotique au cinéma, c'est la scène dans Au nom de la rose de Jean-Jacques Hano. Parce que je pense que si elle a marqué tant de monde, c'est que elle est assez incongrue. C'est-à-dire que c'est un film où on s'y attend pas. On ne s'attend absolument pas à une scène charnelle, euh, plus que sensuelle, quoi. Et crue, une scène crue. Il est dans la cuisine et donc c'est le novice, quoi. On est, je crois, au début du XIVe siècle, enfin en Italie, chez les bénédictins, enfin dans un vieux monastère assez effrayant. C'est que des hommes en toile, enfin en toile de bure. Et il y a un petit village dans les contrebas avec des gens qui ont l'air qui sont un peu, oui, caricaturés comme des gens qui errent, qui vivent dans les restes et qui viennent rôder un peu, grappiller des choses dans la cuisine, dans cette abbaye. Il y a cette villageoise. Et, euh, et là, et d'un coup, comme ça, d'amour, de sexe entre eux, volé, et, euh, et qui nous surprend et qui nous tétanise et qui dit quelque chose, je trouve, extrêmement juste, qu'on retrouve, que Marguerite Yourcenar a très bien dit dans, je crois, les Mémoires d'Adrien sur que l'amour physique a quelque chose à voir avec l'initiation, de la rencontre du sacré et du secret. Euh, et là, effectivement, ça s'adresse parfaitement. Je sais pas, j'ai dû voir le film, je me souviens, j'étais au collège, donc je dois avoir 11-12 ans. Donc c'est vraiment, pour cet âge-là, c'est une scène qui est inoubliable et qui nous met comme ça complètement en émoi, effectivement, parce que c'est l'initiation sexuelle, quoi. C'est l'initiation, c'est le, c'est le, c'est l'étrangeté, le désir, la terreur et, et ouais, voilà. Alors quand je pense
au cri de Timothée Robard dans Les Magnétiques, mais c'est quand même pas très élégant de s'auto-citer. Non, sur le cri, j'ai pensé à un film que j'aime beaucoup, qui est un film gigantesque et dont j'avais envie de parler parce que c'était un film de Peter Watkins qui est mort il y a très peu de temps. Voilà, c'est son film sur Edvard Munch, La danse de la vie, où d'une certaine manière, voilà, c'est un très long film, complexe, politique, poétique, sublime, et qui peut être vu comme une manière de nous faire ressentir ce que c'est que ce fameux cri donc la peinture iconique de Munch. Mais de nous faire entendre, quoi. Voilà. Un fou rire. Alors, il y a un fou rire d'acteurs qui ont un fou rire, mais qui, moi, me provoque quasiment systématiquement un fou rire. C'est très communicatif, mais c'est un peu triché. C'est-à-dire que c'est comment on dit, les rushs, les scènes coupées, quoi. C'est une scène coupée dans le DVD de The Master de Paul Thomas Anderson, où il y a une scène, c'est une scène assez centrale, où Philip Seymour Hoffman, donc, qui est l'espèce de gourou, teste sa méthode incroyable sur Joaquin Phoenix. Donc déjà, Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix, donc déjà en soi c'est sublime de les voir interagir ensemble, quoi. En plus ils sont à des endroits de maîtrise de leur art, du jeu, voilà, assez exceptionnel. Et là, c'est à la fin de ce truc, donc il l'a un peu torturé avec ses questions et tout ça. Il est allé dans les larmes aussi, dans la panique. Et puis bon, finalement, ils sont sortis du truc, ils sont contents de leur session. Freddie Quell, ça aussi, c'est une voix inoubliable, la voix de Joaquin Phoenix, la voix qu'il fabrique pour le personnage de Freddie Quell. Bref, il s'allume une cigarette et il en donne une à... Ça commence comme ça, en fait, le petit bout de scène, c'est-à-dire que Philip Seymour Hoffman lui taxe une clope sans vraiment lui demander. Le disciple lui en donne une comme ça, et il est fier de lui, quoi. Il vient de faire sa méthode sur Freddie Quell, et il tire une... C'est Freddie qui lui allume sa cigarette, quoi, et il tire une latte comme ça, et il doit dire I like Cools, minty flavor. Il doit dire ça. C'est-à-dire, j'aime les Cools, les cigarettes, qui sont des cigarettes menthol, et ajouter, comment on dirait, minty flavor, une saveur, cette saveur mentholée, quoi. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. J'imagine que c'est cette saveur mentholée. Ou un truc comme ça, et il n'arrive pas à le dire. C'est-à-dire que voilà, il commence à peine à le dire, ils explosent de rire tous les deux. Et il y a un truc je me souviens dans cette scène, donc c'est connu, enfin voilà, on n'arrive pas à faire la scène parce que ça nous fait très rire. Et en fait, c'est Philip Seymour Hoffman qui craque le premier, alors que et il accuse Joaquin Phoenix d'avoir craqué, et que c'est à cause de Joaquin Phoenix que lui-même a craqué. Donc on a les rushs. Donc si on regarde, on voit bien que non, pas du tout. C'est Philip Seymour Hoffman qui craque, et donc Joaquin Phoenix explose de rire, et dans son rire il dit that was the greatest thing. Il dit ça, il dit je crois un truc comme ça, c'était génial, c'était génial. Et après on entend Paul Thomas Anderson qui est en off, mais qui est juste à côté, qui vraiment n'a pas envie de rentrer dans le truc, parce que lui aussi il a vu que c'était génial, et il sait qu'il ne l'a pas là. Et il veut l'avoir. Et donc il leur dit « Ouais, non, les gars, vous l'aviez, tu l'as, vas-y, Philippe, vas-y. » Et tout de suite, ils la remettent. Et ils la refont, clac, ils n'y arrivent pas, ça foire, et ils la refont, et on sent... Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on voit bien que... Et dans le film,
la scène, elle est un cran en dessous, quoi. Que cette première fois où il a réussi à le dire d'une manière enfin, complètement hilarante. Et voilà. La toute fin de 29 Palms de Dumont encore. Pour moi, c'est ce qui m'a fait le plus peur, le plus, et puis qui est resté, quoi. Enfin, vraiment une terreur, quoi, une pure terreur. Et je crois d'ailleurs que ce film, qui est pour moi un monument et qui est un film finalement assez mal aimé, je trouve, de Bruno Dumont, mais tout le film, c'est vraiment un film sensoriel. Il est construit dans ses plans, dans ses longueurs, pour presque par rapport à ce moment-là, quoi, à ce qui va se passer, cette espèce de truc ultra effrayant, quoi, cauchemardesque, sur vraiment qui a à voir avec l'angoisse. L'angoisse comme une expérience humaine, c'est-à-dire le moment où le voile de la normalité, avec ses peurs, avec ses appréhensions, se déchire face à l'ignoble. Et là, il y a un truc qu'il a cherché à faire et que personnellement, je l'ai ressenti, quoi. Si je suis un tout petit peu indélicat, une seconde, c'est je suis assez content de ce qu'on a fait avec Lucy Zhang sur l'alarme dans le Roi Soleil. C'est pas l'alarme, tout ça, mais c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, souvent les larmes au cinéma, c'est quelque chose qui vient attester d'une espèce d'authenticité ou de moment. Souvent, je veux dire, en tant que spectateur et aussi quand on a fait des films, on est là en train de guetter presque l'alarme. Et puis même les comédiennes, les comédiens, pleurer, c'est réussir à faire quelque chose, atteindre un état émotionnel, pleurer sur commande, pleurer plusieurs fois, etc. Et bon, il y a quand même quelque chose de suspect un peu là-dedans, quoi, d'un peu bizarre. Et du coup, là, dans Le Roi Soleil, il y a un moment de l'histoire qui nous permet de parler de ça, puisqu'il s'imagine une histoire. Donc, c'est pas pour de vrai. Et non seulement il s'imagine une histoire, mais à ce moment-là, quand Lucie se retrouve au commissariat, elle raconte une version où elle a gagné le ticket, mais elle est aussi victime de la situation, quoi. Et pour rendre crédible ce témoignage, ça serait bien qu'elle pleure. Et elle parvient à pleurer, à produire une larme, à fabriquer une sorte de petite perle qui coule, parce que c'est ça une larme. Et nous, on y va, vraiment au stabilo, quoi, puisqu'on fait un zoom plus un mini slider, c'est-à-dire on a toute une installation pour venir zoomer sur la larme, quoi. Comme dans presque c'est un plan manga, quoi, un plan de bande dessinée. Et c'est très compliqué parce que soit on la fabrique, mais c'était pas du tout notre intention. Puis c'est quand même très compliqué à faire, ou soit on demande à Lucie de la fabriquer, puis nous on a quand même tout un gros dispositif qui est extrêmement imposant, avec le slider, la caméra, le mouvement d'appareil, et on attend dès que l'alarme arrive, on y va, et l'alarme doit arriver dans le dialogue, à un moment précis de la réplique. Donc c'est vraiment une espèce de, je sais pas, de figure athlétique, et on l'a essayé, parce qu'il y avait quand même peu de chances que ça fonctionne. Mais on en avait parlé un petit peu avec Lucie. Elle disait si, je pense que c'est possible et tout. Je fais, bon, écoute, essayons. Et elle l'a refait. Elle l'a refait. Il y a eu 3 prises. Et j'étais vraiment... voilà. À la fois, je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la performance d'actrice et un plan qui faisait part
d'une forme de scrupule à l'égard de la chasse aux larmes, qui est un peu le sport parfois des plateaux, quoi. Voilà. Mais non, en ce qui me concerne, parce que je ne sais pas dans quel sens la question a été posée, mais je pense que je peux répondre comme je veux. Voilà. Il y a une scène de larmes qui m'a ému aux larmes très récemment. C'était la scène de fin de La Petite Dernière, entre la mère et la fille. Voilà, ça m'a ému. Alors, déjà, moi, il n'y a pas beaucoup de classiques qui m'emmerdent, mais si je devais n'en citer qu'un, ce serait La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Je pense qu'à l'époque, j'aurais fait partie des défenseurs de Ferreri. Je pense que j'aurais beaucoup aimé le film. Je pense que je l'aurais défendu. Et je trouve, donc c'était pas le cas, je n'ai pas vécu cette époque-là, mais je l'ai vu donc bien après, hors contexte, et je trouve que c'est un film qui m'a déçu. C'est un film que je trouve qui a vieilli, pas dans le bon sens, parce que au final, ce que j'ai éprouvé en voyant le film, c'était finalement il devenait un peu ce qu'il essayait de critiquer, et que c'est un film de gars, quoi, de garçons, d'hommes entre eux qui sont en train de bouffer. C'est potache presque, et assez vulgaire au fond, quoi. Et on sent on sent par rapport à d'autres films de Ferreri que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désigne. Mais je trouve que le film n'y échappe pas, d'une certaine manière. Euh, S'il fallait n'en retenir qu'un, je dirais le plan de l'aquarium dans The Chaser de Na Hong-jin. D'abord parce que c'est un premier film, et ça c'est assez extraordinaire. Quand on sait ce que c'est qu'un premier film, les enjeux qu'on y met, et ce film-là je trouve vraiment extrêmement impressionnant dans sa maîtrise et sa fluidité pour un premier film. Et il y a énormément d'inventions formelles qui sont posées comme ça avec beaucoup d'autorité. Et alors, je pense à ce que j'appelle le plan de l'aquarium. Pour moi, c'est un moment plutôt au début du film. Donc, en gros, c'est un ancien flic qui est devenu vraiment un anti-héros, qui est devenu proxénète, et dont, je crois, certaines des jeunes filles qui travaillent pour lui, qui se prostituent, donc dans une espèce de petite entreprise comme ça se passe à Séoul, ont été assassinées. Et là, il reçoit un coup de fil, et il suspecte que ce coup de fil a peut-être quelque chose à voir avec Alors je ne sais plus si elles ont été assassinées ou simplement disparues, je crois assassinées. Hein. Et il demande à une des filles de s'y rendre, d'y aller. Elle est malade, elle n'a pas envie d'y aller. Il lui demande d'y aller, il la suit, il la perd. Et elle est dans un quartier, il est dans le quartier, et elle répond au téléphone, et elle retrouve donc le client qui lui ouvre la porte dans une maison. Et elle a peur. Et c'est un jeune type. Il ouvre la porte. Là, on a un premier plan où la porte qui s'ouvre, on est loin, il y a une petite amorce, comme si on était un peu caché, comme si on la regardait, rentrer et disparaître dans cette porte. La porte, elle donne sur un jardin, il faut monter des marches, et là, on arrive à la maison qui surplombe un peu le tout, quoi. Donc, elle disparaît dans la porte. Après, on est derrière la porte, on est avec elle. Elle referme la porte, et là, il y a un plan sur sa main où elle ne referme pas tout à fait la porte. On ferait comme elle. C'est-à-dire, on se dit, voilà, la porte, elle n'est pas refermée. Au pire, je pars, je cours, je m'échappe. Elle monte, et là, il y a un plan, une idée de mise en scène. Il y a un chien dans le jardin. Là, il fait nuit, hein, c'est très sombre. Il y a un chien blanc. Et le protagoniste, qui est censé habiter cette maison-là, court vers le chien
de manière hyper brusque et fait... Et le chien aboie. Et c'est très bizarre et on comprend pas, ou plutôt nous on se dit dès ce moment-là, non mais c'est pas sa maison et donc probablement c'est pas son chien, c'est le chien. Et donc elle le suit, il rentre dans la maison, elle regarde le chien. Juste à côté du chien, il y a de la terre meuble avec une bêche plantée dans la terre. Elle continue de rentrer, elle se dit... Donc c'est littéralement comment quelqu'un va rentrer dans la gueule du loup. Et là, il y a le plan de la gueule du loup. C'est-à-dire qu'on est un peu en retrait, il y a la maison, mais la maison, elle est blanche, et vu le plan, ça fait une gueule ouverte blanche, avec le personnage de la jeune fille qui est dans la gueule. Lui vient d'ouvrir, il est rentré, il dit « Tu viens ?» Elle est là, elle hésite, et elle rentre, elle disparaît dans la gueule du loup, quoi. Et là, on est à l'intérieur, il y a un plan d'aquarium. Et alors, voilà, moi, ça, c'est les trucs, c'est les problèmes quand on découpe les films. C'est-à-dire comment... Et là, c'est pas une histoire de montage, de trouvailles au montage. Le plan est obligatoire. Il est obligé de le penser, ça. Et c'est sublime comme idée, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dans la gueule du loup, et là, on rentre sur un aquarium. C'est un aquarium. Donc, symboliquement, ça marche à fond. En plus, ça met une espèce de lumière un peu bizarre, tamisée dans la pièce. Et il part de l'aquarium, et la caméra tourne comme ça, c'est une assez courte focale qui récupère au son l'ouverture de la porte, le personnage qui rentre, qui s'installe dans le canapé en face de l'aquarium. En fait, l'aquarium est à la place d'une télévision, il n'a rien à faire là, c'est très bizarre, face au canapé. Et donc il spatialise. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire la porte, elle est là. Au lieu de filmer comme à peu près tout le monde ferait, c'est-à-dire la porte, le personnage qui rentre, suivi de la jeune fille, il ne fait pas ça, il part de l'aquarium qui est ici, il fait un panneau, il récupère dans le mouvement le personnage qui vient s'asseoir sur le canapé en face de l'aquarium, et ensuite il va faire une espèce de raccord dans l'axe, mais j'ai pas mieux. En tout cas, pour sortir de ce plan circulaire, c'était très compliqué, et ça marche pas mal, où on se rapproche d'elle qui est juste derrière lui. Et donc là, il a spatialisé, et c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a le jeune homme inquiétant qui est assis sur un canapé, en face de lui, il y a un aquarium, et derrière, il y a la jeune fille qui dit je crois que je vais aller j'aimerais bien prendre une douche. Et il se retourne vers elle comme ça, et il fait oui, oui, vas-y. Il lui indique une porte. Donc elle va aller vers cette porte, prendre sa douche. En fait, elle ne prend pas une douche, elle essaye d'envoyer un texto en disant qu'elle ne le sent pas du tout. Elle comprend qu'il n'y a pas de réseau. Elle essaie d'ouvrir une fenêtre, la fenêtre est murée. Elle voit plein d'indices dans la salle de bain, comme quoi, ok, carnage, c'est ici. Et donc elle ressort de la salle de bain, elle revient derrière lui qui est dans son canapé face à l'aquarium. Elle est comme ça et elle dit j'ai oublié les préservatifs dans la voiture. Et donc il se retourne et il dit bah vas-y, hein, va les chercher. Et donc elle part, elle disparaît derrière la porte pour aller chercher les préservatifs dans la voiture. Et là, nous on est sur lui, et il a un petit sourire, et on arrive avec elle, et là, sur la porte, il y a un cadenas qui est fermé. Et donc ça, il y a une espèce, si vous voulez, à la fois de jeu et de perfection de découpage jubilatoire et terrifiant. J'ai jamais été foutu de parler dans un micro. La voix, c'était toi. Moi, j'étais juste le type qui pousse les potards. J'étais juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien. On faisait de la radio, on était dehors la loi. Et j'étais fier comme un bar tabac. Sur les magnétiques, on est 6 à avoir écrit le scénario, mais ça s'est passé en plusieurs moments. Parce qu'on a commencé, en gros, je sors de l'école, donc de la Fémis, avec l'idée d'écrire avec Rose Philippon et Chloé Larouchy, qui étaient deux
copine qui était en scénario, et un copain, Maël Le Garec, qui n'était pas en école de cinéma, qui est prof de philo, mais voilà, j'avais envie qu'on essaye d'écrire tous les quatre une histoire sur un groupe de jeunes gens à peu près de nos âges, mais qui se passerait au moment où nous, on est nés, c'est-à-dire au début des années 80, quoi. Voilà, donc ça, c'était un peu l'idée de départ. Et puis, on a commencé à écrire, on a commencé un peu à financer avec des aides à l'écriture, ça s'est assez bien passé. Mais à un moment, on a dû arrêter le développement. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps de développement avec Catherine Paillet, qui a donc rejoint un peu ce collectif. Et puis finalement, le film ne s'est pas fait. Et pendant des années, j'ai pensé qu'en fait, il ne se ferait jamais. Et puis finalement, par les hasards du développement et de comment qu'est-ce qui rend les films possibles, il a été question de repartir sur les magnétiques. Et là, j'ai ressenti moi le besoin de refaire une passe d'écriture sur le film avec quelqu'un, et c'est là où Romain Compin est arrivé sur l'écriture. François Mitterrand est élu président de la République. L'idée de départ sur ce film, c'est d'essayer de se reconnecter, notre génération, avec ce moment-là. Or, il se trouve que le moment de notre naissance, le début des années 80, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, c'est comme s'il y avait presque deux phases. Il y a une phase d'écriture où ce qui m'intéresse, c'est simplement d'essayer d'écrire l'histoire d'un groupe de jeunes gens en ruralité, à la campagne, au début des années 80, passionnés de son, de radio, et c'est en regardant ce qu'on peut faire avec ce groupe de personnages, en caractérisant les personnages, que très vite l'idée des frères apparaît, l'idée du service militaire, de la séparation, et puis l'idée du personnage de Marianne. Et ensuite, dans presque un deuxième temps, le moment où enfin il est question de réaliser le film, c'est-à-dire de pas simplement de l'écrire, mais de le faire pour de vrai. Encore une fois, c'est un premier film, et j'ai mis presque 8 ans ou 9 ans à le faire, donc il se passe beaucoup de choses. Et dans ce deuxième temps, je me pose la question, je me dis au fond, c'est comme si je me réinterrogeais, je me dis mais au fond, pourquoi j'ai envie de faire ce film-là? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce film-là? Qu'est-ce qui m'intéresse foncièrement là-dedans? Et c'est là où j'arrive sur la question de Philippe Bichon, et la voix. Et le fait que c'est un premier film, c'est une manière de prendre la parole, de commencer à parler, et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être comment Philippe va enfin se mettre à parler, se verticaliser, parler en son nom propre, parler pour lui-même, sortir d'une certaine manière un peu de l'ombre de son frère. Et c'est ce chemin-là, voilà, qui va être un chemin semé d'embûches, assez compliqué pour Philippe. Le lendemain de l'élection de Mitterrand, on a appris à la radio la mort de Bob Marley. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Mauvais présage, mon petit filou. Le film commence avec l'élection de Mitterrand. Et la manière de traiter, disons qu'on traite l'élection de Mitterrand comme une tragédie, c'est-à-dire autour de la notion de la fatalité. En gros, on montre des gens qui sont hyper heureux de cette élection parce qu'ils appartiennent à ce camp des gens qui ont voté à gauche et qui sont extrêmement pleins d'attentes par rapport à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et pourtant, on le traite en décalage, en s'appuyant sur le personnage de Philippe, mais aussi d'un point de vue formel,
avec la musique, avec l'image qu'on utilise, avec ce noir et blanc un peu vaporeux, un peu déjà nostalgique. Et donc, pour moi, cette espèce de traitement nostalgique d'un moment euphorique, ça a complètement à voir avec la tragédie. Le tragique, c'est-à-dire ce qui va être d'ailleurs complètement verbalisé par le personnage du grand frère, Jérôme, à la radio juste après, quand il va dire que de toute façon, on va pas s'en sortir, quoi. Ils sont très désespérés, très proches de je dirais de l'esthétique de Joy Division, qui est la musique qui va lancer en gros le générique. Et voilà, on entend Ian Curtis présenter, il parle de young men, quoi, les jeunes hommes, avec d'où vient ce poids qu'ils ont sur leurs épaules. Ils s'interrogent sur leur propre génération, quoi. Et donc, avec cette idée, voilà, que c'est une génération qui est portée vers l'avenir, mais vers un avenir qui déjà est un petit peu bouché. Et moi, je ne peux pas ne pas voir un écho extrêmement fort au moment où je m'intéresse à ça, avec la situation de la jeunesse d'aujourd'hui, à laquelle je n'appartiens déjà plus au moment où je le fais, plus complètement en tout cas, mais qui va, elle, très bien entendre l'écho d'un avenir qui se problématise. Voilà. Et moi je crois que c'est ça ce qui se passe. C'est le grand mouvement, il est là. C'est-à-dire, c'est un mouvement double. Il y a une tristesse, il y a une mélancolie par rapport à un avenir qui était radieux et qui d'un coup, qui était plein de possibles, plein d'utopies, plein d'imagination, et qui se referme, qui devient noir. Et en même temps, ça signifie qu'on se recentre sur le présent. C'est-à-dire que, et au fond, c'est heureux, au fond, c'est joyeux, mais ça va être compliqué à trouver. En tout cas, ça va prendre tout un film pour que Philippe, notre personnage principal, comprenne enfin ce que c'est que être là, dans le présent. Ni nostalgique d'hier, ni dans une espèce de béatitude sur des promesses qui seront tenues ou pas tenues. Non, là, sentir c'est ce qu'il dit à la fin, quoi. Sentir comme une espèce de petit fil comme ça que lui tend le moment, et il faut s'en saisir, et il faut avancer, et il faut se projeter dans le présent. Au tour de l'élection présidentielle, nous vivons ensemble un moment décisif. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. 3, 2, 1... Alors sur la question de la reconstitution de l'époque, évidemment c'était une difficulté. En tout cas, c'était une appréhension de ma part. J'avais très peur de la facticité, de la théâtralité que souvent la reconstitution historique induit à un endroit, quoi. Et je me suis posé, et nous sommes posés beaucoup la question, notamment avec Brice Pancot, chef opérateur, et Marion Burgère, la chef décoratrice, qu'est-ce qu'on allait mettre en place pour éviter de tomber ou d'échouer à cet endroit-là, quoi. Et je crois que l'outil qu'on a trouvé qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a essayé de tenir éloignées les références un peu iconiques de l'époque. Et on s'est concentré, on a essayé au maximum de se concentrer sur nos propres archives personnelles. C'est-à-dire d'aller à la rencontre de cette époque-là par rapport à nos photos de famille. Nos photos de nos oncles, nos cousins, nos parents, nous, bébés, la lumière de ces photos. Je me souviens aussi avec Gwendoline Grandjean, qui est la costumière de tous les films que j'ai pu faire, qu'on s'est beaucoup, on était au lycée ensemble en plus, donc on avait des espèces d'accroches affectives et des repères assez forts. On s'est beaucoup intéressé aux photos de classe.
Parce que les photos de classe, c'est un très très bon référentiel en termes de costumes, mais aussi en termes de couleurs, en termes d'ambiance, en termes de visage. Voilà, donc c'était ça, quoi. On a restreint un petit peu nos références visuelles pour tous être un peu au même endroit, et puis parce que pour moi, la fidélité à cette époque, c'était pas tant une fidélité à l'époque, au sens où on allait essayer de restituer exactement comme c'était. Ça, c'était pas du tout mon idée, parce que j'ai pas vécu cette époque-là. Non, c'était d'être fidèle à notre ressenti, à nous qui sommes de la même génération, nés au début des années 80, être fidèle à notre ressenti par rapport à cette époque. Ça, c'était pour moi capital. J'avais un peu l'idée que les magnétiques, c'était aussi le grand projet, c'était rendre hommage au monde d'avant, rendre hommage au monde analogique, qui est le monde dans lequel on a grandi et qui est un monde qui a complètement disparu. Donc avec le chef opérateur, avec Brice Panco, donc déjà on a fait toutes nos études ensemble, on était des camarades de promotion, donc on se connaît très bien. On a parlé de ce film pendant très longtemps, parce que pendant que moi j'essayais de faire mon premier film, bah, lui il faisait son métier de chef opérateur, il enchaînait plein de films. Il a quasiment toujours été question qu'on tourne ce film en pellicule. On avait eu déjà l'occasion d'ailleurs à l'école de tourner en 35 mm, en 16 mm. C'était pour moi une envie très forte qui faisait très sens par rapport à justement ce rapport au monde analogique, par rapport à même je dirais d'un point de vue à la question de la technique. C'était une évidence que le film allait se tourner en pellicule. En plus, moi enfin voilà, comme à peu près tous les gens qui ont eu la chance de tourner en pellicule, il y a quand même il y a une sensualité du tournage en pellicule, mais il y a aussi des choses extrêmement efficaces, extrêmement intéressantes, comme on sait quand on tourne en pellicule que ce qu'il y a devant nous, c'est unique. Parce qu'on ne va jamais pouvoir refaire ce qu'on est en train de filmer, ce qu'on est en train d'enregistrer, parce qu'on l'entend. C'est bête, mais c'est important. C'est une caméra analogique, c'est une caméra qui fait beaucoup de bruit. Là, on n'entend rien. Si on tournait en pellicule, on entendrait... Et ce bruit-là, il dit le défilement. Il dit qu'on est en train d'écrire sur un truc et qu'on ne pourra pas réécrire le truc. Alors qu'en numérique, c'est la même chose. On ne pourra jamais refaire, mais on s'en rend moins compte. On a l'impression qu'on pourra toujours refaire, que ce n'est pas vraiment un sujet. On essaye, bon, si ça ne marche pas, on réessaye. Mais ce n'est pas vrai. Le cinéma, ça ne marche pas comme ça. C'est un truc une fois, qu'on ne peut jamais reproduire. Donc moi, j'avais 1000 raisons, en gros, de tourner en pellicule. Et ça ne s'est pas fait, parce que j'ai mis, en gros, bout à bout, les costumes, toutes les recherches qui avançaient sur les décors, sur les repérages, sur tout ça qui commençait à prendre forme, les visages de la figuration, des personnages, et la caméra et le support, d'un coup, ça faisait fake. C'est-à-dire que ça faisait comme si on faisait semblant de faire un film issu de ce monde-là, issu de l'époque analogique. Et ce n'était pas mon projet. Mon projet, ce n'était pas de faire semblant, c'était de dire et de rendre hommage, c'est-à-dire dire ce monde est mort, comme on se souvient de quelqu'un. Et donc, il ne fallait pas plagier, imiter, quoi. Il fallait parler d'ici. Et parler d'ici, c'était tourner en numérique et ensuite essayer de retrouver, depuis la rive numérique, retrouver quelque chose, justement faire ce travail-là, faire ce travail un peu laborieux de retrouver quelque chose qui n'est plus là. Ça va, vous? Comment ça se passe, le garage? Qu'est-ce qu'on a à foutre du garage? Hein? Je sais pas, je prends des nouvelles, c'est tout. On n'a pas pris beaucoup depuis que t'es parti. Vous non plus. La manière avec laquelle on a écrit les personnages masculins du film par rapport au personnage de Marie Colomb qui joue Marianne, le personnage féminin qui est un personnage effectivement qui est à la fois en minorité mais qui est un personnage complètement pivot dans notre histoire, on pourrait dire d'une certaine manière que les trois garçons, les trois hommes, donc le père et les deux frères, qui incarnent presque trois nuances de masculinité,
sont les trois pris englués dans le mouvement tragique. Et Marianne, pour moi, c'est l'anti-tragédienne. C'est-à-dire qu'elle, son personnage, refuse la tragédie, résiste à une espèce d'une pente qui pourrait être une pente tragique, à différents moments dans le film. Et c'est surtout le moment final, le moment où elle décide de partir, d'avancer, après avoir eu, on imagine un moment comme ça, où bon, elle restait, comme tout le monde, elle accusait le coup de la catastrophe, elle se met en marche. Mais dès le début, d'une certaine manière, et quand elle est prise elle-même dans ses propres dilemmes, dans ses propres incertitudes, dans ses propres hésitations, on sent qu'elle refuse de subir des rôles que ce qu'elle vit pourrait lui attribuer, quoi, pour s'inventer une espèce de chemin à elle, quoi. Je me souviens que ce qui caractérise évidemment ce personnage, c'est qu'elle est une très jeune mère, et qu'elle est une très jeune mère seule. Elle élève sa petite fille, Rita. Ça la caractérise fortement dans ce groupe de nunuches à peine sortis de l'enfance, quoi. Et elle est déjà... Elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas du coin. C'est pas une fille du coin. Et elle a ça. Elle a cette espèce de courage. Et c'est ce qu'on avait cherché pour trouver la comédienne qui allait pouvoir incarner ce personnage. Et donc Marie Colomb, je me souviens très bien que quand on s'était rencontrés, quoi, pour la première fois, ce qui m'avait sauté aux yeux et qui m'avait convaincu que c'était Marianne, et ben c'était cette espèce de courage qui n'est pas du tout de l'arrogance, quoi. Ce qui était fondamental à nos yeux, c'était qu'on avait un trio. Le film s'appelle Les Magnétiques. Il fallait qu'il y ait une alchimie évidente, quoi. Il fallait qu'il se passe quelque chose entre les trois jeunes comédiens qu'on allait pouvoir trouver, quoi. Et je me souviens d'un moment, donc le casting qui a été assez long, et où on est allé chercher un petit peu partout. Il y a un moment où donc on a Joseph Oliven, on a Marie Colomb, on a Timothée Robard. Et pour la première fois, on les réunit tous les trois. Et moi, j'ai une toute petite caméra comme ça, et on est dans un bureau quelconque. Et j'ai amené de la musique, et je leur dis de passer des disques et de papoter entre eux, faire comme si j'étais pas là. Et tout de suite, enfin très, très vite, il y a une dynamique en fonction de leur caractère, qui ils sont. Joseph, le caractère de Joseph, le caractère de Timothée, Marie, comment ça circule entre les deux gars, avec Marie, entre Marie et l'un et l'autre. Et moi je filme, comme ça, et ils racontent des trucs. Et là je suis là en train de filmer, et j'ai jamais fait de film, enfin de long métrage, c'est mon premier long métrage, et je sais à ce moment-là, parce que je zoome un peu comme ça sur les yeux, je fais des plans larges, j'écoute ce qu'ils racontent, je filme leurs mains et tout, je sais qu'on est peinard, qu'on ne peut pas rater le film, qu'on peut aller raconter n'importe quelle histoire avec ces trois-là, prendre une bagnole, descendre, aller n'importe où, ça sera intéressant. Tout ce qui va se passer entre les trois, quoi qu'ils fassent, on aura envie de regarder la scène. Donc c'était très rassurant. Et c'est ça qu'on a mis du temps à trouver. Une petite subtilité, on a dû le faire un peu plus chuchoter. Alors, il y a deux scènes effectivement un peu particulières dans le film. C'est les scènes où Philippe utilise en gros son savoir-faire très très particulier avec les machines et s'exprime avec des sons. Voilà.
Alors ça, c'est effectivement très particulier dans ce film, puisqu'on a, à un moment donné, quand on part en préparation, on a un scénario dans lequel il est écrit que Philippe fait des trucs avec des machines, produit des sons qui produisent un sacré effet sur les gens autour de lui. Ou Marianne hésite entre trouver ça ridicule ou au contraire est très très admirative de ce qui se passe. Et donc on décrit des choses, nous, au scénario, et il est impossible d'avancer dans la préparation sans commencer par ces 2 grosses scènes-là, en gros, et de se dire, bon, il fait quoi en fait? Concrètement, il fait quoi? Et donc ça, c'était génial parce que ça nous a permis, avec Samuel Aishoun, le mixeur du film, et Pierre Barriot, le monteur son, donc normalement, l'équipe de post-prod son, c'est vraiment des gens qu'on voit après la première version du montage image. C'est vraiment une espèce de deuxième temps de l'écriture de la post-production, quoi. Et là, on a commencé ensemble, avec Pierre et avec Sam. On est allé dans la cave des producteurs et on est allé chercher, on a rassemblé plein de matériel d'époque, on a essayé de le faire fonctionner et on a cherché ce que Philippe Bichon pouvait bien bidouiller avec ses machines. Et on a écrit des trucs sonores, donc des pièces sonores. On s'est posé la question de qu'est-ce qui pouvait être intéressant visuellement, et puis on a essayé de bidouiller des trucs qui pouvaient sonner, quoi, qui pouvaient faire quelque chose. Donc que ce soit son espèce de jingle là qu'il fait avec Marianne au début, P for Peace, ou la réponse qu'il orchestre à Berlin à la BFBS. Ça, c'est des choses qu'on a fait dans une toute petite cave avec le matériel qu'on a testé et qu'on a retrouvé ensuite sur les décors, le vrai matériel qui marchait. Et je dois dire que Timothée Robard a passé une bonne partie de son été dans cette micro-cave à bidouiller. Et en vrai, il adorait ça parce qu'à la base, il a une formation de technicien, d'ingénieur du son. Donc il était très à l'aise avec l'idée. Ce soir, on partage avec vous un bootleg du dernier concert de Joy Division, du 2 mai 1980, dans la grisaille de l'université de Birmingham. Dernier cri de cet ange qui a été rappelé au ciel et qui nous a laissé avec le sentiment d'avoir perdu un dieu. À l'aube d'une décennie qui doit tout changer et qui changera que dalle. Voici les jeunes hommes, le poids sur leurs épaules, dit-il. Voici les jeunes hommes, où ont-ils été? Oui, on avait quand même beaucoup de morceaux en tête de l'écriture, mais là, ça faisait complètement partie du projet. C'était une idée qu'on partageait complètement avec la production. On savait qu'il y avait une enveloppe plus importante en proportion que sur un film standard, même si ça n'existe pas, le film standard, mais on savait qu'il y aurait un budget pour ça, pour la musique. Et donc, bon, voilà, par rapport à cette époque, et ce qu'on essayait de dire de la musique de cette époque, c'est-à-dire, en gros, à quel point elle était prophétique dans le sentiment par rapport à l'avenir, comment cette jeunesse se situait par rapport à l'avenir, en gros, nos futurs, mais aussi prophétique d'un point de vue technique. Et là, c'est passionnant, puisque c'est vraiment un moment où vraiment il y a une espèce de passage, si vous voulez, de toutes les recherches électroacoustiques ultra pointues qui viennent des années 50-60 et qui vont commencer à basculer dans le mainstream, quoi. Et entre eux, dans ce passage-là, donc c'est toute l'invention de la techno, de l'électro, de toute l'explosion des courants musicaux. Mais dans ce passage, on vient choper des espèces de joyaux incroyables, mais vraiment avec cette notion il y a beaucoup de hasard, quoi. C'est des jeunes gens qui sont dans un état d'esprit, qui sont entre deux mondes et qui sont en train de saisir une technologie qui est en train d'exploser, quoi. Et ça va créer plein de petites merveilles sonores. Donc nous, on en a juste pioché quelques-unes qu'on a disséminées dans le film.
Quant à la réception du film, ça se passe bien parce qu'on l'envoie, une fois qu'on l'a terminé, on l'envoie aux différentes sélections cannoises. Et là, on a une réponse de la quinzaine des réalisateurs. Donc à l'époque, elle est dirigée par Paolo Moretti. Et l'équipe de Paolo nous répond, mais même pas le lendemain ou deux jours après l'envoi. Donc moi, je m'étais préparé un peu mentalement parce que c'est quelque chose dont on parle souvent. On vient de finir un film, personne ne l'a vu. On espère qu'il peut trouver un chemin en festival. On l'envoie en festival et là, il faut se préparer à ces retours-là. Et notamment au Festival de Cannes, ça peut être très très long d'avoir une réponse. Et puis si on n'est pas pris, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres festivals derrière, on peut, voilà, etc. Donc je m'étais en gros préparé à me dire bon, voilà, c'est pas, on est content du film. Moi, je suis content de ce film. Maintenant, il plaira pas, mais on va, voilà, c'est pas. Et à peine, j'ai même pas commencé à réfléchir. La quinzaine nous dit, on adore, on prend le film, on montre le film. Et donc voilà, tout va bien. Donc c'est trop bien. On va à la quinzaine, qui me semble être vraiment la sélection parfaite pour ce film-là. Et en plus, ça se passe bien puisqu'on a un prix, on a le prix de la SACD à la quinzaine. Ensuite, ça continue avec l'été. Il y a le prix d'Ornano Valenti au Festival de Deauville. Il y a des sélections importantes pour moi, notamment, je me souviens. J'accompagne le film à Busan, donc l'énorme festival de Corée du Sud. Donc c'est important parce que là, je vais justement être rencontré. Enfin, le cinéma coréen est très important pour moi. Et puis après, la sortie à l'automne, bah, ça se passe super bien, mais il y a très peu de gens en salle. Donc en termes de nombre d'entrées, c'est pas du tout, c'est très, comment dire, c'est très petit, quoi. Mais pour moi, c'est gigantesque parce que je fais une tournée, je fais quasiment une centaine ouais, c'est une très très grosse tournée de salles parce que c'est l'occasion. Pour moi, c'est quasiment une chance de pouvoir aller à la rencontre de ce réseau des salles en France, des exploitants. Et dans un moment qui est très compliqué, parce que c'est entre des périodes de confinement, déconfinement, etc. Donc très souvent, j'arrive dans les salles, et puis il y a toutes les tailles de salles, mais quand même beaucoup des petites salles, voire des toutes petites salles, des salles associatives dans des villages, beaucoup de salles comme ça, tenues par des bénévoles, mais des salles de grands groupes aussi. Bref, tous les cinémas qu'il y a partout en France, quoi. Et moi, ça me fascine complètement, j'adore systématiquement. Souvent, j'arrive avec des équipes qui me reçoivent en disant « Bon, par contre, là, il n'y a personne en ce moment, je suis désolé, je sais pas, on va peut-être avoir 2-3 personnes, mais… » Et pour moi, c'est pas grave du tout, parce que je suis pas du tout dans des enjeux d'entrée, quoi. Je suis dans des enjeux de faire exister ce film, et s'il y a 1 ou 2 personnes, c'est ce que j'essayais de leur expliquer à chaque fois, c'est un truc incroyable à vivre. Vous faites un film, vous avez mis des années à le penser et tout ça, vous le sortez, vous arrivez dans une petite salle de village complètement isolée, perdue en France, vous arrivez, il fait nuit, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, il y a une petite lumière, c'est un cinéma, vous rencontrez des bénévoles qui sont là, la salle elle est ouverte, et là ils vous disent « Ah, je suis pas sûr qu'il y ait des gens et tout », moi je dis « Mais déjà elle est ouverte la salle, c'est déjà incroyable », et là, au milieu de la nuit, il y a des voitures qui déboulent, des phares qui arrivent comme ça, des gens, c'est pas, ils viennent voir votre film, quoi. Ça, c'est incroyable. Et donc que là, il y ait, je sais pas, deux personnes ou une salle pleine, vous voyez, c'est la même chose. Donc ça, c'était super. Et le César, alors bah, le César, oui, c'est même un peu trop, quoi. Il y a quelque chose d'un peu qu'on a du mal à
qu'on a du mal à analyser, parce qu'on se retrouve là d'un coup un peu projeté dans des images et dans des mises en scène et dans un film qu'on a déjà vu, qu'on a vu depuis qu'on est petit. Enfin, du coup, c'est un peu étrange. J'ai pas encore totalement fait le tour de ce truc-là. Personnellement, j'ai pas revu les images du truc. Donc j'en ai des souvenirs un peu directs. Je me souviens d'une grande fébrilité, quoi. Le César, je crois pas, le César du premier film met pas la pression du tout. Au contraire, il libère et il rend possible beaucoup de choses. Parce que c'est quand même une espèce de label, quoi, qui vient lester un peu le film, la proposition. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile de monter un autre projet. Par contre, je pense, et je suis absolument certain, qu'il y a une pression du deuxième film. Parce que le premier, c'est une espèce de mouvement naturel. C'est un travail, c'est une vocation, on se prépare, on y pense, on le rêve, et à un moment donné, et on ne pense qu'à ça, faire un film. On n'est pas du tout dans un truc de s'inscrire sur du long terme. Déjà, il faut réussir à faire un film, quoi. Donc effectivement, on se retrouve un peu après, dire maintenant il faut en faire un deuxième. Et c'est comme s'il fallait tout redémontrer, comme si ça devenait extrêmement risqué parce que peut-être c'était un accident, peut-être. Bon, c'est ça normalement le deuxième film. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Parce que j'ai fait une série entre les deux. Et ça change tout. Parce que il se trouve que on me propose de faire une série pour Arte, qui est une plateforme géniale, parce que déjà c'est une plateforme gratuite, avec une ligne éditoriale très intéressante, puisqu'ils font beaucoup confiance aux gens qui fabriquent les séries. Et c'est une série qui est écrite clé en main. Moi, on vient me voir, on me dit, voilà, on tourne dans... je crois on s'est rencontrés avec les producteurs autour de Noël, janvier, pour un tournage qui devait commencer en juin ou en juillet, quoi. Et c'est sur les dockers au Havre, pour Arte. Combien de jours de tournage ? Presque 80 jours de tournage. Il faut imaginer, pour nous, pour les metteurs en scène, le jour de tournage, c'est une unité, c'est extrêmement rare et précieux. C'est très très compliqué de déclencher un jour de tournage, quoi. Et donc après, c'est la grande bataille de chaque film. Combien de jours de tournage on va avoir ? Sur les Magnétiques, on en a eu 38, et c'était déjà énorme, et c'était super, c'était incroyable d'en avoir 38, quoi. Et là, 80 jours de tournage. Donc c'est cadeau. Donc incroyable, génial. Et zéro pression en plus. Parce que moi, c'est la même équipe, tout le monde, avec Mathilde Profit, qui était notre script, avec Brice Panco évidemment. Enfin, on part avec la même équipe de tournage, on fait la même chose, on fait le même travail, on fait le repérage, le casting, la direction d'acteurs. Et en plus, il n'y a même pas de... Le rôle du réalisateur sur les séries, on n'est pas du tout exposé de la même manière. C'est une série qui est pour une plateforme, c'est les scénaristes qui sont beaucoup plus en avant, c'est leur projet, donc c'est du pain béni, quoi, je sais pas comment dire. C'est parfait pour justement passer ce truc du premier film, parce que là on a une espèce d'école à ciel ouvert gigantesque, on fait ce qu'on veut, avec des acteurs géniaux qu'on a choisis, on tourne dans des lieux, on a tout choisi, quoi. Enfin, donc c'est parfait, et après arrive le deuxième film. Et donc on arrive sur le deuxième film porté par cette espèce de grande liberté d'école, où on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus en confiance. Et heureusement, parce que attaquer le Roi Soleil en perte de confiance, ça aurait été compliqué, quoi. Vous allez voir, c'est diablement simple, diablement plaisant et diablement rentable. Pour la modique somme de quelques sous, chaque habitant de ce pays aura la possibilité de gagner fortune et richesse. Il s'acquittera de son nouvel impôt en vous baisant les pieds de mon cœur. Et pour une raison très simple. Parce que la loterie, sire, excite notre penchant le plus vicieux. Notre propension à nous raconter des histoires. Oui, Le Roi Soleil, c'est aussi effectivement un film qui est... C'est presque un deuxième premier film,
puisqu'en tout cas, il a été écrit à peu près au même moment que les Magnétiques, ses premières versions, avec Olivier Demangel, qui était dans ma promo aussi de la FEMIS. Lui était en scénario, j'étais en réalisation. Et à la sortie de l'école, on s'est dit, bon, là, ça serait peut-être pas mal, parce que nous, à l'époque, en réalisation, on ne sortait pas avec un scénario. Quand on est en montage, ou en production, ou en scénario, on sort de l'école avec un scénario de long métrage. Ce qui n'est pas notre cas, nous, à l'époque, ce n'était pas notre cas en réalisation. Et donc, avec Olivier, on se dit, bon, on va écrire un petit scénario. On avait vu, je crois qu'on était tombé sur une phrase qui nous avait beaucoup rire, c'était « On a presque autant de chances de gagner au loto que de mourir d'une balle perdue ». Et on s'est dit, bon, bah voilà, très bien, on a un pitch de départ, et on fait un truc en huis clos, pas compliqué, quelques acteurs, on peut tourner ça dans n'importe quel bar, voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire Le Roi Soleil. Bah alors, c'est vos numéros, monsieur Kant? Hein? Je vais me coucher, là, je suis claqué. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Au départ, ça nous amuse d'écrire un huis clos et autour de la loterie. Et puis après, il y a un moment d'arrêt pour moi sur le projet où je me dis, je ne peux pas faire ce film. C'est impossible parce que faire un film sur la loterie, sur quelqu'un qui gagne au loto en tout cas, c'est contribuer à faire de la propagande pour la loterie, c'est-à-dire de la publicité. Toute la publicité de toutes les loteries au monde, c'est toujours quelqu'un qui gagne à la loterie. Et en montrant la personne qui gagne, on invisibilise les masses gigantesques de tous ceux qui ne gagnent pas, mais qui font que ça fonctionne. Et tout le monde est d'accord avec ça, c'est imparable. C'est le fameux 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et or, la publicité ou la propagande, c'est la forme la plus basse du cinéma. Si le cinéma, c'est toutes les images qui bougent, moi je pense que c'est ça. Et qu'après, il y a des choses plus ou moins intéressantes. On va pas faire, on va faire autre chose que de la propagande. Donc on va pas montrer quelqu'un qui gagne au loto. Et dans ma tête, pour moi, c'était un blocage. Je me dis, c'est impossible. Je peux pas montrer ça. Je peux pas faire ça. Et pourtant, ça résiste. C'est-à-dire que pourtant, c'est un film qui. Les films, c'est comme des pulsions comme ça, ou des visions qui viennent taper à la porte, quoi, qui reviennent, qui s'installent. Et c'était le cas avec ce film-là, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose, presque même qui me dégoûtait dans le traitement du sujet même de la loterie. Mais il y avait aussi quelque chose qui m'attirait, et qui a à voir avec une forme de noirceur, et c'était plus fort, ce qui m'attirait. Et ce qui m'a vraiment, je me souviens, le déclic dans l'autre sens, c'était de tomber sur le bouquin de Georges Perec, Les choses, parce que au début du livre, il parle d'un couple il décrit l'appartement que le jeune couple rêverait d'avoir un jour. Et tout est au conditionnel. On rentre dans le livre comme ça, on rentre dans le livre avec la description. L'œil glisserait sur la moquette grise d'un long couloir étroit, puis ensuite, et il décrit de manière extrêmement précise les cadres, comment la lumière arrive, etc. Et là, moi, en lisant ça, avec cet emploi du conditionnel, la table reflèterait la douce brise qui rentrerait par le truc avec la corbeille de fruits où nous aurions disposé des kiwis avec des machins, ça. On nous livrerait le sucre et tout ça le matin parce qu'on aurait de l'argent, parce qu'on pourrait se payer tout ça, quoi, machin. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça c'est puissant parce que on fait tout ça très fort. Et au cœur de la loterie, si on enlève le décorum un peu kitsch, du bar tabac, des trucs qu'on gratte, des couleurs, tin. Au cœur du truc, c'est ce rêve
Le « Ah, si j'étais riche », il est intime, quoi. Il est puissant. Il est dans un truc de... Les fantasmes qu'on fait, moi je crois qu'ils sont... c'est des fictions indépassables, mais qu'on ne peut pas partager. C'est ridicule de les partager. Et du coup, pour moi, ça n'a aucun intérêt de les représenter, par exemple. Représenter au cinéma des rêves de richesse, on ne fait que ça. Je veux dire, n'importe quel clip fait ça. Il représente la piscine, la grande maison, la voiture et tout ça. Mais ça, c'est nul par rapport aux rêves que quelqu'un se fait dans un petit café quand il joue, juste parce qu'il a joué, ou même pas, il n'a pas besoin de jouer en fait, juste ça existe. Et donc là ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que là se joue quelque chose qui n'a rien à voir avec la loterie, mais qui a à voir avec comment on est dans notre société, en gros, bascule dans une espèce de... Enfin, bascule, a toujours entretenu des relations étroites, et je crois de plus en plus intenses, avec la psychose. C'est-à-dire le fait d'être tellement incité à être dans une vie possible par rapport à une vie réelle, qu'on commence à avoir des perturbations sur la réalité même des choses. Donc quand on raconte des histoires, quand on fait des films, là effectivement ce sujet-là, cette espèce de tremblement s'impose quoi, comme un sujet. Donc c'est comme ça que je suis retourné au Roi Soleil. À Monsieur Kant. À Monsieur Kant. T'imagines? Si ça marche? Le dispositif du film, il recopie ce qui se passe dans la tête de nos personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. On peut toujours imaginer une autre solution, une autre manière. À tel point que ça nous a posé des vraies questions d'écriture, c'est-à-dire de pouvoir doser un peu ce recours de narratif, parce que c'est dangereux aussi. C'est-à-dire que c'est tellement facile que le spectateur, très vite, dès qu'il a compris le mécanisme, il se lasse. Parce que si c'est pas vrai, si c'est juste des trucs qu'on se raconte, oui, bon, à quoi bon? Le pacte, ce qui tient le spectateur dans la fiction, sa bonne volonté, c'est s'il y a un minimum de vraisemblance, si on peut y croire un petit peu. Je veux bien passer du temps à regarder une histoire qui n'existe pas, si j'y crois. C'est tout le paradoxe. Si je peux, ne serait-ce qu'un moment, y croire un tout petit peu, quoi. Et donc, ça, il fallait qu'on dose un peu ce truc-là, et la matière, elle est tellement riche que c'est dur de se retenir. C'est le bonheur aussi d'avoir des possibilités variables, c'est-à-dire là, en l'occurrence, avec le DVD qui offre la possibilité d'un director's cut, ce qui, moi, m'a permis d'aller au bout d'un mouvement qui est légèrement retenu justement dans la version du film qui a été montrée en exploitation. La version du film qui a été montrée en exploitation n'est pas la même que la version qu'on avait montrée à Cannes. Et c'est très bien. Je trouve ça très bien que ce film, typiquement ce film-là, ait au moins 3 versions. Il y en a un peu plus que ça, quoi. Mais en gros, 3 grosses versions. Et une director's cut qui déploie justement toutes les potentialités auxquelles on avait pensé avec Olivier. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. C'est le bar qui s'est d'abord imposé comme lieu de référence pour le film, tout simplement parce que c'est là que l'action pouvait se passer, c'est là qu'on joue, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que le bar tabac, c'est une institution un peu en perte de vitesse, je pense, mais qui a des formes de résilience ou de résistance. Mais ça reste un espace où la société, dans sa diversité, se croise encore un petit peu. Et comme Le Roi Soleil, c'est un film qui a une dimension un peu fabuliste, de fable, il y avait un peu l'idée que, comme un peu une fable de La Fontaine, où on représente
une typologie comme ça qui représente un peu l'ensemble de la société, bah, ça tombait bien, parce que c'est un lieu où on peut faire se croiser des gens qui appartiennent à des sociologies très différentes et qui, dans notre monde qui est quand même très étanche, sont de moins en moins amenés à se croiser, à se rencontrer. Ce qui pose de grandes et de graves questions, je pense, sur notre capacité à faire société, à vivre ensemble, à se comprendre et à se parler. Si on ne se croise pas, c'est compliqué. Donc ça m'intéressait comme lieu. C'est un lieu en plus qu'on avait un tout petit peu travaillé dans les magnétiques, un autre endroit, donc c'est un bon motif, quoi. Et au cœur de ce lieu, en plus, parce que c'est un lieu qui fonctionne avec une spatialité un peu bizarre, mais au cœur, c'est vraiment la borne de l'auto, donc la borne de jeu, qui est comme un hôtel lumineux qui va prendre en lumière de plus en plus d'importance à mesure que tout s'éteint un peu autour, et qui est vraiment le centre presque mystérieux et magnétique du lieu du bar, quoi. Et ensuite, on rencontre dans notre réflexion sur qu'est-ce que c'est que la loterie, on s'intéresse à l'histoire de la loterie, d'où ça vient, c'est quoi les différentes étapes, est-ce que ça a toujours existé? Non, ça n'a pas toujours existé. Pendant très longtemps, ça a été même très précisément interdit. On l'a maintenu hors de la possibilité parce qu'on considérait que c'était extrêmement néfaste et malhonnête et immoral. Et il y a eu plusieurs moments dans l'histoire, dont un des derniers moments avant vraiment que la loterie nationale se pérennise. Ça se passe effectivement sous Louis XV avec deux Vénitiens, enfin les frères Casabilgi, aidés par Casanova, qui vont défendre et vendre finalement cette idée à la cour du roi de France et à Louis XV, qui va mettre en place cette première loterie. Et donc, on trouve, pour financer son école militaire. Donc, avec Olivier, quand on tombe sur cette anecdote, on se dit que ça a beaucoup de sens de l'utiliser dans le film, parce que ça nous permet de donner une notion historique à la loterie. C'est-à-dire que si on choisit, c'est ce qu'on fait dans le film, on choisit de dire notre monde fonctionne comme un monde qui est polarisé autour de la loterie, c'est-à-dire autour de l'idée de la loterie, quoi. C'est un choix historique. C'est une possibilité. C'est la possibilité. C'est à un moment donné, on a fait des choix, on continue de les faire, qui font que le monde est organisé de cette manière-là. Il pourrait être organisé d'une autre manière. Donc on avait vraiment envie, voilà, de donner une espèce d'écho historique et donc politique à notre petite fable, à notre petit bar tabac. Et donc dès qu'on s'est dit qu'on allait créer un prologue ou un épilogue, parce que ça a toujours été un peu en balance dans l'écriture, avec cette scène initiale, originelle presque, de la loterie, eh ben on s'est dit, où est-ce qu'on met notre bar ? Est-ce qu'on le met, parce qu'au début, on pensait le mettre dans n'importe quelle ville, ça pouvait être une petite ville, une grande ville, puis quitte à choisir une ville au hasard, pourquoi pas Versailles ? À ce moment-là, le bar, il est juste à côté, et c'est ça qui va nous permettre, à la fin, cette espèce de mouvement entre on commence à Versailles, mais au XVIIIe siècle, et finalement, on fait une espèce de petite boucle temporelle où on revient à Versailles avant de partir dans nos boucles un peu infinies du bar, quoi. Donc on est tous d'accord que je me suis fait braquer. Là, Livio est intervenu, et malheureusement... T'en penses quoi, toi ? C'est un héros ? Voilà. L'espace principal, donc l'espace du bar, est divisé en plusieurs sous-espaces qui renvoient chacun, alors non pas exactement à des genres de films, mais en tout cas qui renvoient, je crois, à des souvenirs de fiction, à des couleurs de fiction. Et oui, ça a été voulu, on l'a travaillé dans ce sens-là, avec Marion
Burgère et Brice Panco, parce que l'idée c'était de suivre un peu le trajet des personnages dans un chemin qui était un chemin de déréalisation. C'est-à-dire qu'ils vont, au départ, nos personnages sont confrontés à un choix moral, mais qui n'a pas l'air extrêmement lourd, en tout cas qui n'a rien à voir avec un choix par rapport au réel, qui est simplement de se dire, voilà un homme qui est mort accidentellement, on ne peut donc pas vraiment lui porter secours, mais il faut bien appeler les secours pour le prendre en charge. Et d'une certaine manière, prendre soin de lui, de sa dépouille. Soit ça, soit on va le faire, mais juste avant de le faire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de raconter ce qui vient de se passer pour se partager cet argent qui est plus que de l'argent, qui est un changement, un salut. Voilà, c'est ça qui est terrible en fait. On est guetté, je crois, par ce salut, cette idée de salut-là. Et donc ils font cette espèce de mauvais choix initial, de se dire on va prendre 5 minutes pour réfléchir, pour discuter, et après ils sont pris au piège de ces espèces de versions alternatives de ce qui a pu se passer, qui pourraient leur permettre, dans un premier temps, de se répartir l'argent, mais en fait très vite, juste de s'en sortir, de ne pas être incriminé pour tout ce que ça a engendré, voire même de survivre en fait à cette situation. Donc il y a toute cette évolution-là, et pendant cette évolution, pendant cette espèce de piège de fiction qui se referme sur eux, eh ben, nous on s'est dit comment on va penser l'espace, comment on va distribuer l'espace pour pouvoir les suivre dans ce voyage qui est un voyage où ils s'enfoncent dans la fiction, mais pas simplement dans un... Il y a deux mouvements. Ils s'éloignent du réel. Le réel, c'est la rue, c'est l'extérieur. Donc ils s'éloignent du réel, ils sont de plus en plus loin du bon sens, de la rationalité, du réel. Mais en plus, parce qu'on est un peu gourmand, il y avait l'idée que leurs fictions, les fictions successives, perdaient en qualité, c'est-à-dire se dégradaient dans leur rapport au réel, c'est-à-dire dans leur rapport à la vraisemblance. C'est-à-dire qu'eux-mêmes commençaient à croire des choses qui étaient de moins en moins crédibles. C'était ça l'idée, et c'est comme ça qu'on a utilisé les espaces pour les suivre dans cette perdition-là. Vous êtes fait un beau film là-haut. C'est pas un film, si on dit tous la même chose, c'est la réalité. Non, ça reste un film, je crois. Donc les personnages du Roi Soleil, c'est effectivement, ont ce site particulier quand on a cherché à trouver les interprètes qui pouvaient jouer ces rôles-là, c'est que c'est des gens, comme tous les personnages, c'est des vrais gens, qui ont une histoire, et qu'on va venir rencontrer à un moment de leur vie, à un moment de leur parcours, mais pas seulement. C'est aussi des personnages, c'est aussi des acteurs. Et donc c'est ça qui est très particulier dans le film, c'est qu'il y a les deux. Il y a à la fois les vrais personnages qui y sont, c'est quoi leur métier, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur histoire, c'est comment ils voient les choses, comment ils s'entendent les uns avec les autres, mais c'est aussi des acteurs qui ont conscience d'être dans une pièce de théâtre. C'est ce que dit à un moment donné Lucy Zhang, elle reprend cette fameuse phrase de Shakespeare, « Nous sommes comme des marionnettes sur une scène de théâtre, nous ne pouvons pas descendre ». C'est comme des personnages qui, à mesure qu'ils s'enfoncent dans la fiction, dans ce qu'on venait de dire, accédaient de plus en plus, d'une certaine manière, à une espèce de conscience que, mais en fait, tout ça est une fiction. Tout ça est une fiction. Et donc, moi, je me suis attaché à aller composer un bouquet d'actrices et d'acteurs qui, comme des fleurs qui sont différentes dans un bouquet, avaient chacun un rapport au métier de jouer très différent. C'est ça a été la spécificité de ce casting-là. C'est que j'ai rajouté cette espèce de contrainte dans nos choix et nos rencontres. C'est vache, parce que s'il y en a un qui mérite pas tout ça, c'est bien toi. Il va falloir un responsable.
Et ça sera pas la petite, tu peux être sûr. Ça sera pas moi. Et ça sera pas le flic. D'abord parce que c'est toi qui as tiré sur le petit jeune. Tu vas prendre pour tout le monde. Alors, comment garder l'intérêt du spectateur dans ce film-là? C'est vraiment un enjeu très spécifique, puisque, encore une fois, on est face à des gens qui s'enfoncent dans des scénarios qui sont de moins en moins crédibles. Donc, mécaniquement, le spectateur va avoir tendance à confondre, je dirais, la pauvreté de leur imaginaire avec la pauvreté de l'imaginaire du film. Et ça, c'est un peu dangereux. C'est dangereux, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est avec ça qu'on va jouer, quoi. Et je pense que on a joué un peu on a pris des libertés par rapport à ce qu'on est censé faire, par rapport aux grandes règles classiques de la fiction. Normalement, quand vous racontez une histoire, il y a des moments de fragilité. Il y a des moments où c'est un peu... quand les gens qui savent bien raconter des histoires savent comment passer des moments de leur histoire qui sont un peu moins forts pour aller vite à d'autres moments qui sont un petit peu plus forts, quoi. Là, dans ce film, on fait précisément presque l'inverse. C'est-à-dire que dans les moments où il y a des risques de sortie du film, on ralentit, voire même on s'arrête complètement. Et on fait le pari d'être dans un rapport de complicité avec l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux, quoi. Et ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce qui est proposé comme expérience spécifique dans ce film. Le parcours du film et sa réception sur Le Roi Soleil, c'est très différent des Magnétiques. Déjà, c'est un deuxième film, donc il y a nécessairement une attente qui n'existait pas sur le premier. Nous, on l'envoie à Cannes parce que ça correspond à peu près au moment, c'est le premier festival majeur qui arrive après la fin de la fabrication du film. Et on ne sait pas, c'est pas un film c'est pas une évidence de le voir dans telle ou telle sélection. C'est quand même un objet un peu hybride, un peu bizarroïde. Et donc quand le festival nous répond qu'ils sont intéressés pour sélectionner le film en sélection officielle en séance de minuit, alors là, pour moi, c'est parfait. C'est le lieu idéal, je pense. Et c'est l'accès à... parce que c'est vraiment... le film, il a un côté un peu... un petit peu... à la fois un peu érudit et en même temps un peu joueur, quoi. Un peu... donc il va très bien pour une séance de minuit, c'est-à-dire un moment presque de détente dans le cadre d'un festival qui met en lumière des œuvres de cinéma, quoi. C'est une espèce de moment, c'est un peu après la journée, quoi. Il y a eu la journée, la compétition, les différentes sélections, et puis un moment un peu d'ouverture, la nuit, sur d'autres propositions qui en plus travaillent la question du genre, ce qui est exactement ce film-là. Et c'est la possibilité presque, je ne sais pas comment dire, de montrer le film dans le Grand Théâtre Lumière, qui est la salle mythique du Festival de Cannes. Et donc on sait, au moment où on apprend cette sélection, qu'on va montrer le film sur cet écran absolument unique, et qui nous tous, toute l'équipe du film,
On la connaît bien, cette salle. C'est là où on a vu les premières mondiales voilà, des grands maîtres de cet art, quoi. Donc ça nous fait quand même tout drôle. Et voilà, donc ça, je pense que ce qui est complètement inoubliable, c'est le réglage du son, par exemple. Ça se passe la nuit, avant le jour de la projection. Toutes les équipes des films qui vont être projetés dans cette grande salle passent les unes après les autres dans cette salle, dans une ville qui est complètement déserte. Nous, on y allait, il était 4h30 du matin, et on rentre, voilà, et c'est donc ces espèces d'énormes gradins, 2300 places, vides, quelques techniciens qui sont fatigués, parce que nous, on est en séance de musique, on est les derniers à passer. Et puis là, à ce moment-là, il y a quoi, 5, 6, 7 personnes qui ont vu le film. Et il va être montré d'un coup devant 2300 personnes sur une dalle gigantesque. Et là, on est en train de régler le son. C'est extrêmement émouvant. Alors, la scène de la chambre du roi, c'est une scène qui a toujours été au début du film. La question s'est posée sur ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire le prologue historique, c'est-à-dire la rencontre entre Casanova et les ministres de Louis XV. C'est ce petit bout-là historique qui, à Cannes, à la projection, à la séance de minuit, on avait mis Casanova à la fin. Et on a décidé, on a réfléchi et on s'est dit que, comme le film procède, la logique narrative du film, c'est à chaque fois on remet une pièce dans la machine. On remet une pièce dans la machine. Ça pourrait s'arrêter et on décide de repartir. Le film fonctionne comme ça. Et là, il y avait un peu un sentiment de se dire, est-ce que finalement, c'est dommage que ce moment Casanova fonctionne un peu comme une pièce dans la machine, là où ça n'a rien à voir avec la logique narrative du film. Et en plus, à la fin, il y a une notion, moi ma préférence c'est de le voir au début, hein, parce que je trouve à la fin il y a un côté presque trop souligné de morale, alors que c'est pas une morale. Et ça faisait comme si ça expliquait ce qu'on venait de voir, comme s'il fallait trouver une espèce d'explication au film à la fin. Et donc à un moment, alors que dans le scénario initial, ça a toujours été un prologue, on ne l'avait jamais essayé au montage. Parce que j'étais absolument convaincu que c'était la fin. Donc on a fait tout le montage du film avec l'idée que ça devait être l'épilogue. Et on l'a montré à Cannes en étant... Mais comme après on a un peu de temps, qu'on peut retravailler le film avant la sortie en salle, on se dit, bon, qu'est-ce que ça donne si on le met au début? Et là, il se passe ce qui se passe quand même très rarement à ce niveau-là je dirais, que 2 pièces s'emboîtent. Il y a énormément d'échos qu'on n'avait pas anticipés qui se réalisent sous nos yeux. Donc c'est toute cette notion que personnellement je trouve fascinante, qui est comment les films se cherchent et se trouvent aussi au montage, quoi. Et donc là c'est le cas, c'est-à-dire qu'on commence avec l'espèce de petit décalage de lumière et de son. Il y a d'abord la lumière du petit flambeau du carrosse, puis le son qui arrive, et on rentre dans cette espèce de vision presque onirique d'une calèche qui arrive dans Versailles, et on se demande si on est bien au bon film, parce qu'on nous avait parlé d'une tuerie dans un bar tabac, et là on voit des personnages qui sortent, et Casanova, ils discutent, et progressivement on comprend, ah oui, la loterie, d'accord, on y est. Et tout ce moment-là, pour moi, c'est une manière de poser, en gros, le sujet. Le sujet, oui, c'est la loterie, mais c'est surtout ce que répond Casanova, comment il emporte le morceau face à la réticence des ministres et du roi. Il dit non, mais attendez, vous vous trompez. Parce que le ministre vient de lui dire, mais les gens, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est du pain, ils veulent manger, ils veulent des choses concrètes, ils veulent pas de l'argent, quoi. Il dit, vous vous trompez complètement sur la nature de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Et là, il y a une citation glissée d'un poète, je ne vais pas développer parce que c'est trop long, mais il
faut aller lire le beau poème de Christophe Tarkos qui s'appelle « L'argent », qui est pour moi la plus juste et exhaustive description de ce que c'est que l'argent, parce que l'argent, c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est. Mais en gros, on comprend qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le rapport entre l'argent et comme machine fictionnelle, quoi. L'argent est la valeur sublime. L'argent est à la fin comme l'aboutissement de tout ce qui est créé pour le recréer. À choisir entre un pain et une pièce d'or, l'affamé prendra le pain, bien sûr. Mais offrez-lui la possibilité d'être demain couvert d'or. Et il vous cédera jusqu'à son dernier quignon. Et donc, voilà, c'est ça le début, c'est posé comme ça. Et ensuite, pendant que Casanova s'emballe et qu'on comprend qu'on va partir, que le roi va dire « oui, ok, on va partir sur cette loterie, sur cette idée de loterie, et que ça va structurer notre monde », on rentre dans le film, donc là, fondu au noir, et on tombe sur cette image qui est absolument incompréhensible et illisible au début du film, qui est le visage d'Esmé, qu'on ne connaît pas encore. La caméra recule, un autre personnage, ils ont l'air d'attendre devant un rideau fermé, la caméra disparaît en reculant dans une cuisine, puis disparaît dans la cave, on voit les pieds visiblement d'un cadavre, on ne sait pas, et on entend Casanova qui dit que la loterie excite notre penchant le plus vicieux, notre propension à nous raconter des histoires. Et là, on vient d'avoir en gros la fin de l'histoire, qui est l'histoire qu'on va nous raconter. Et la caméra disparaît. Et fondu au noir, on entend... Tu t'intéressais pas à l'histoire ? Et alors ça, moi, quand on l'a testé au montage et que j'ai entendu ça, l'espèce de jeu de mots entre histoire et histoire, je me suis dit, ah ben voilà, le lien, il est là. Le lien, et là, on retombe dans une... donc, c'est ces deux mots-là qui sont liés l'un avec l'autre, et on arrive dans une pièce qu'on a du mal à identifier, peut-être comme des toilettes, mais avec une espèce de double miroir de deux personnages qui sont en train de parler. On ne peut pas encore identifier où ils sont. On va découvrir qu'ils sont à Versailles, et avec eux, on va faire un chemin pour retourner dans la chambre du roi, qu'on a donc mise en scène dans cette petite partie historique, avec une singularité, c'est que le roi a toujours été maintenu derrière un voile, qu'on n'a jamais eu accès vraiment à sa figure, à son corps, à qui il était, simplement un mot et une présence qui était là, mais on l'a posé comme ça, comme une présence mystérieuse et extrêmement autoritaire, quoi. Et donc là, on est aujourd'hui, et on va retourner dans la chambre du roi en descendant la pyramide sociale qui nous est présentée par un trader qui fait un peu la leçon à son stagiaire. Et il explique comment tenait la société de la monarchie absolue, avec le roi au sommet et tous les rangs sociaux qui soutenaient cette espèce de grande pyramide sociale. Et à mesure qu'il explique ça, on sort des toilettes et on déambule dans les énormes espaces du château de Versailles. Et progressivement, on comprend qu'on est dans ce château de Versailles. En descendant un grand escalier, il y a une fête. Et on est déjà dans une notion presque d'un espace qui est, à mesure qu'on réalise où on est, l'espace, on se rend compte qu'il est désacralisé, qu'il est même presque profané, enfin, qu'il y a quelque chose de la société désidéologisée d'une certaine manière, qui utilise, qui déambule dans ce qui était le symbole de ce pouvoir royal. Et donc nos deux personnages, le trader et son stagiaire, passent sans s'arrêter presque dans la galerie des glaces, comme si on était dans une vulgaire véranda, passe sous une cordelette et pénètre dans, tu sais où on est là, c'est la chambre du roi, avec un léger travelling. Donc ça, c'est juste après la fermeture de la porte. Il rentre dans la chambre du roi, on la reconnaît, c'est le même plan. Et il y a presque une espèce de petit vertige comme ça sur le personnage du stagiaire qui immédiatement comprend qu'ils n'ont rien à faire ici, qu'il n'est pas d'accord avec cette transgression et qu'il y est amené contre son gré. Et ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est que
un raccord extrêmement simple, c'est un plan frontal sur le lit du roi. Et il y a quand même une notion de, qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose d'extrêmement transgressif à aller à s'approcher de ce lit, quoi. Et à faire de ce lit, un simple lit, autre chose que le vrai endroit réel, matériel, où le roi pouvait être, quoi. Et le raccord, il est à la fois très violent et en même temps très ludique, presque comme un jeu d'enfant, c'est-à-dire on a notre personnage de trader qui enlève ses chaussures, qui se met à courir, il saute dans le plan large et on raccorde sur le côté, en plan serré, sur son corps et sa tête qui s'enfoncent sur les ressorts et sur le lit du roi qui est devenu son lit, et juste on raccorde avec un petit plan de coupe sur sa main qui frotte le tissu, et là on est très proche, on est dans la sensation avec lui de ce plaisir à la fois anodin, un peu bizarre, transgressif. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? On ne sait pas trop, il est physiquement à la place du roi. Et ce qui va se jouer dans le film, c'est tout ce qu'il va expliquer là, à mesure qu'il va se dessaper, qu'il va se déshabiller et faire cette espèce de proposition d'harcèlement de son stagiaire. C'est ce que le film va développer. C'est-à-dire que cette grande fiction qu'était le Roi Soleil, la grande fiction qui tenait tout ça debout, qui tenait la pyramide debout, à laquelle on adhérait suffisamment jusqu'à un certain point, n'a pas laissé la place aux simples ruines de la fiction d'avant. Elle a laissé place à une nouvelle fiction, à une nouvelle grande fiction qui maintient les rangs, qui maintient la distribution d'inégalités, et le film invite, je crois, à essayer de se poser la question de ce qu'est cette fiction aujourd'hui. Eh ben, le dernier film que j'ai adoré, je crois que c'est le dernier film que j'ai vu, et c'était, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'était le film d'Afzia Herzi, La Petite Dernière, qui est un film oui, que j'ai adoré parce que, bon, d'abord, je crois qu'il y a la présence c'est Nadia Meliti, je crois, l'actrice, qui est comme la découverte c'est pas simplement la découverte d'une actrice, c'est la découverte aussi d'une manière d'être, quoi. Il y a quelque chose de très fort de suivre ce personnage-là. Et il y a un jeu, je trouve, hyper beau entre comment ça circule entre ce personnage, cette comédienne qui joue ce rôle-là, la réalisatrice qui la filme et qui met en scène cette histoire, qui est l'histoire de l'autrice qui est à l'origine du livre qui a inspiré ce film. Et voilà, c'est le dernier film qui m'a vraiment intéressé et faire ressentir des choses que je n'avais encore jamais ressenties au cinéma.